Bienvenue à cette dernière table ronde de la journée pour l'anniversaire des 15 ans du Centre 90. Pour ma part, Florian Wardou, journaliste à Libération, je vais modérer cette table et je suis aussi usager du centre, je le précise. Voilà. Donc avec nous, on a quelqu'un que vous connaissez sûrement puisqu'il a été là toute la journée, Thibaut, médecin généraliste et directeur médical du 190. À ma gauche, Julien Mezrani, médecin généraliste dans une maison de santé à Asnières et en PMI à Épinay, cofondateur en 2015 du BAM, du pôle LGBT du BAM pour l'accueil des migrants et demandeurs d'asile, puis bénévole à l'ARDIS et aussi usager du 190 pendant quelques années. Ensuite, à ma droite, Christophe Marté, gay, séropositif depuis 1985, journaliste à la retraite, président de Vert Paris et Saint-Denis sans sida depuis 2 ans, bénévole à l'ARDIS. Et puis ensuite, Jean-Louis Lecouf, 70 ans, volontaire à David et Jonathan et à Basiliade depuis 18 ans. Et enfin, Thibaut Vigne, directeur général de l'association Les Petits Bonheurs, gay, né en 85. Voilà. Euh, Cette dernière table ronde, elle est dédiée à une grande question qui est celle de la santé générale des HSH, hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, gays, bisexuels. Comment cette santé générale-là a évolué en 15 ans depuis, voire avant la naissance du 190 jusqu'à aujourd'hui. Alors peut-être pour commencer la discussion, une grande question qui est celle-ci et qui est très simple, c'est comment vont les HSH, les hommes gays, les hommes bi aujourd'hui. Euh, Christophe, tu veux commencer? Tiens. Oula. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Vous êtes restés, donc c'est cool. Je voulais juste dire un mot quand même de l'admiration énorme que j'ai pour le 190 depuis toujours. Et voilà, Michel et toute l'équipe, Thibaut et d'autres, vraiment bravo pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous allez faire. Euh, alors déjà, HSH, c'est vrai que j'aime pas trop le mot. J'aime bien dire les hommes gays, bi et les autres hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Parce que on a toujours tendance un peu à invisibiliser les gays et les bi dans cette histoire d'HSH, qui est un truc un peu épidémiologique. Et la question, c'est est-ce qu'on va mieux? Alors, sur un plan personnel ou les deux? Bon. Euh, alors, il y a 15 ans, donc on est en 2010. En fait, pour les personnes séro, en tout cas, en tant que séropo, ce qui va mieux, c'est qu'effectivement, on est aujourd'hui à peu près assuré qu'avec les traitements actuels, enfin, ils se sont améliorés. Moi, je suis passé d'un traitement à 5, voire 6 molécules à 2 aujourd'hui. Hein, donc ça, c'est déjà pas mal. C'est une fois par jour au lieu de 3 fois par jour. Et puis, on sait aussi qu'on a quand même ce poids des médicaments qui est moins fort, mais aussi que, voilà, moi, ça fait donc, tu l'as dit, enfin, j'ai été diagnostiqué en 85. On est passé par des hauts et des bas, on va dire. Hein. Et aujourd'hui, on sait que c'est plus tellement la problématique de est-ce que ces traitements sont efficaces, est-ce que va pas faire des résistances, non, tout ça c'est un peu balayé. Par contre, on vieillit avec le VIH et on vieillit avec son propre corps et, et tout ce qui va avec. Et donc, ça peut être aussi d'autres problèmes de santé qui apparaissent. Moi, j'ai quand même envie de dire que, en tout cas, si je sais, bon, on va développer tout ça si les gays vont mieux, si les gays, les bi et les HSH vont mieux. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a énormément de choses, et je pense en particulier quand même à cette révolution de la PrEP, qui a fait que pour beaucoup de gays, y compris des gens de ma génération séronégatifs, et ben oui, la PrEP, ça a changé énormément de choses, et ça, pour ça, ça va mieux. Je pense qu'en termes quand même de, de, de relations sexuelles, en termes de sexualité, ça a quand même été un truc énorme, et je développerai d'autres points après. Voilà. Jean-Louis, tu veux poursuivre? Oui, merci beaucoup. Moi, je suis rien, c'est-à-dire que je suis simplement un bénéficiaire du 190. Je crois que si n'y avait pas eu le 190, je serais mort depuis longtemps. Donc, merci à vous de me maintenir en vie. Merci de l'accueil. Je voudrais faire un petit clin d'œil à ceux qui nous accueillent chaque fois qu'on rentre, dont on parle jamais. Mais leur sourire, ça fait du bien. On se sent un peu chez soi quand on arrive chez vous. Merci à vous.
Thibaut? Non, sur la question de est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Moi, du coup, j'ai 40 ans cette année, vieux. Non, mais je pense que quand je repense à ce que pouvait être ma santé en tant qu'homme gay pendant ma jeunesse, enfin dans la vingtaine, etc., moi, je reste persuadé que ma génération, on a grandi un peu dans une, dans une atmosphère un peu anxiogène, voilà, avec des campagnes à l'époque justement de lutte contre le VIH qui étaient assez discriminantes pour les personnes séropositives. Donc c'est vrai que la santé gay était souvent assimilée à un sentiment de mort imminente. Enfin voilà, donc c'est vrai que c'est un peu, je pense, complexe de construire son parcours sexuel et de vie en fait et de santé avec cette image-là. Voilà, je pense que moi, en grandissant, de se rendre compte effectivement qu'il y a des approches communautaires de la santé, c'est aussi quelque chose qui est rassurant, voilà, de savoir qu'on peut trouver des interlocuteurs comme le 190, dont je ne suis pas usager. Mais voilà, c'est quelque chose de rassurant. Donc, à titre personnel, je dirais que ça va mieux. D'un point de vue professionnel, donc je suis directeur de l'association Les Petits Bonheurs. On accompagne des personnes, exclusivement des personnes vivant avec le VIH, principalement du coup des personnes qu'on appelle vieillissantes, donc à partir de 50 ans. Je suis désolé pour les cinquantaires et soixantenaires dans la salle, mais voilà, qui sont orientés vers l'association parce qu'ils ne vont pas bien, parce qu'ils sont très isolés, voilà, vulnérables sous plein d'aspects financiers, administratifs, psychiques, physiquement, voilà. Donc c'est des personnes qui, quand elles arrivent à l'association, ne vont pas bien. Et c'est vrai que c'est un peu dur de se dire est-ce que ça va mieux aujourd'hui qu'avant, parce que c'est un nouveau paradigme en fait. C'est-à-dire que on a des personnes qui vieillissent et donc avec le vieillissement apparaissent de nouvelles problématiques en fait qui n'existaient pas avant. Ce que je peux en dire là tout de suite, c'est que je pense que chez ces personnes-là, Christophe l'a très bien illustré, il y a eu des avancées, il y a des choses qui font que ça va mieux. Mais chez les personnes que nous on accompagne, il y a aussi beaucoup de lassitude. Il y a une accumulation en fait de choses au fur et à mesure des années qui font que voilà, et des personnes très isolées qui se disent pourquoi aujourd'hui, après tout ce que j'ai vécu, voilà, années 80, 90, voilà, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, un, je suis si seul, deux, pourquoi est-ce que j'ai si peu de revenus, pourquoi je galère tous les jours à trouver à bouffer, voilà, et puis des mots, je pense, qui sont aussi cachés. Voilà, et nous, pour info, on sait par exemple que en moyenne, les personnes qui ont plus de 55 ans sont 4 fois moins suivies, ont pas d'accompagnement psy en fait par rapport à des populations plus jeunes de personnes vivant avec le VIH. Donc je sais pas si c'est un indicateur, je sais pas si c'est l'indicateur que ce sont des personnes qui vont mieux. Voilà, en termes de santé mentale, je pense qu'il y a un biais générationnel aussi sur le suivi psy. Voilà, donc c'est quand même des motifs d'inquiétude. C'est bon. Oui, Julien, toi, qu'est-ce que tu ajouterais à cette question, en termes de réponse, quelle serait la tienne? Je dirais que de manière générale, on a quand même des données sur la santé mentale des personnes LGBT en général. On sait qu'on est sujet à plus de dépression, des suicidaires, de consommation de produits, d'isolement. Mais d'une certaine manière, j'ai envie de dire que c'est pas vraiment de notre faute, puisqu'il y a un lien quand même entre toutes ces problématiques-là de santé mentale et les discriminations, les violences, l'isolement social, le stress de fait d'appartenir à une minorité, ce stress chronique qui est là. Donc il y a un lien de causalité qui est quand même assez franc et qui est prouvé. Après, c'est quelque chose qui est quand même indépendant de nous. Nous, on n'a rien demandé. Tu parlais d'homophobie tout à l'heure, Thibaut. Le lien du coup entre l'homophobie et l'État, que ça impacte du coup sur notre santé mentale, il est quand même assez franc. Et je pense qu'aussi la réponse à la question, elle est un peu plus complexe que ça. C'est que ça dépend d'où on se place pour répondre à la question et qui on est. On est gay, tous. Enfin, peut-être pas tous, mais en tout cas, moi, je suis gay. Ça dépend si on est sujet à de la précarité, à de la séropositivité, si on est né à l'étranger, notre situation administrative. C'est que je pense qu'il y a une individualité dans chaque réponse qui dépend vraiment de chaque individu. Mais on développera ça un peu plus tard dans la table ronde. Alors, Thibaut, vous avez envoyé un petit questionnaire à un certain nombre d'usagers du 190 pour voir comment ils vont aujourd'hui et comment ils faisaient le lien avec leur état de santé il y a 15 ans. Est-ce que tu peux nous en dire plus et montrer un petit peu ce qui ressortait de ce questionnaire et des quelques verbatims d'usagers?
Oui, c'est pas juste moi, mais c'est tout le 190. On a monté un questionnaire pour avoir justement des verbatims sur cette table ronde et pour pouvoir porter la parole des usagers du centre. C'était important pour nous de faire justement une table ronde qui puisse reprendre un peu les ressentis des personnes qu'on voit au quotidien sous une forme un peu différente parce qu'on les voit, on leur parle, mais justement pouvoir faire en sorte qu'ils se posent un peu sur un questionnaire en ligne avec du qualitatif, c'était important. Donc, on a mis des QR codes dans le centre, donc les patients qui sont passés sur tout le mois de fin janvier à fin février, on avait l'opportunité de remplir ce questionnaire. Donc, on a eu 50 répondants, donc c'est pas représentatif du tout des usagers du centre parce qu'il y a des biais d'âge, il y a plus de personnes vivant avec le VIH que dans la proportion globale de la file active, etc. Mais du coup, c'est des personnes qui sont vraiment suivies, qui sont pour la plupart suivies depuis au moins 5 ans et en proportion un bon tiers ou voire quasi la moitié qui était suivi depuis plus de 10 ans au centre. Donc c'était intéressant d'avoir leur point de vue. On avait à peu près la moitié de personnes vivant avec le VIH et de séronégatifs. Des personnes plus âgées justement qui ont pour un gros tiers aussi plus de 50 ans. Euh, et par contre, après ça, sans surprise, que c'est quasi exclusivement des hommes cis gays, 3 bisexuels, une femme trans, une personne non binaire, toutes les deux hétéros. Voilà, pour à peu près le contexte. On avait posé plusieurs questions. La première, c'était que trouvez-vous au 190 lieu communautaire que vous ne trouvez pas ailleurs? Et les réponses, c'est vraiment sur l'accueil, l'écoute attentive, le non-jugement, des choses dont on a déjà parlé ici. Et aussi sur l'expertise, le suivi adapté, les informations précises. On voulait savoir ce qu'ils aimeraient trouver au centre qu'ils ne trouvaient pas actuellement. Et en fait, des réponses qui nous surprennent pas tant que ça. Il y avait par exemple des réponses autour de médecins étrangers. Donc justement, on parlait des intersections du communautaire des personnes nées à l'étranger. Donc c'est vraiment intéressant. Après, il y avait d'autres spécialités, un dermato, un gastro, un procto, un endocrino. Et puis on nous renvoie aussi les problèmes de place, plus de créneaux, un autre 190. Voilà. Ce qui nous intéresse aujourd'hui sur cette table ronde, c'était principalement les sujets de préoccupation en lien avec la santé des personnes il y a 10 ans et aujourd'hui. Donc on a séparé les deux questions. Et il y a 10 ans, c'était principalement le risque VIH pour les séronégatifs, la peur d'attraper le VIH et les risques IST concomitants. Donc c'est vraiment très central, ils répondent quasi tous ça. Et pour les personnes vivant avec le VIH, c'était comment apprendre à vivre avec le VIH. Donc des questionnements autour des angoisses que ça pouvait générer, de l'acceptation par les autres et aussi des questions autour de la barrière de la langue, justement aussi des personnes nées à l'étranger. Quelques extraits de verbatim. Donc la question c'était quels étaient vos principaux sujets de préoccupation en lien avec votre santé il y a 10 ans et une personne a répondu de ne pas savoir au début que cela signifiait d'être séropositif, ce que cela signifiait d'être séropositif. Est-ce que je serais plus sensible et potentiellement plus malade qu'avant? Suis-je plus fragile? Mes amis vont-ils m'accepter? Une autre personne répondait les mêmes qu'aujourd'hui, mais le monde change, mais les tabous, les préjugés, les stéréotypes demeurent présents en France. Une autre personne encore, la première fois que je suis arrivé au 190, je ne parlais presque pas français, mais heureusement, j'ai trouvé des professionnels avec qui parler anglais et en France, ce n'est pas très commun. Découvrir sa séropositivité est un bouleversement dans une vie et l'équipe du 190
a été une véritable bouée de sauvetage. Voilà, donc des témoignages autour vraiment de la question du VIH et des IST, un tout petit peu de la santé mentale, mais qui n'était pas une préoccupation principale. Et aujourd'hui, les préoccupations sont beaucoup plus multiples. Le sujet des IST est encore très présent, le risque, mais les préoccupations autour des IST sont un peu différentes. La contamination, certes, mais aussi le risque de résistance des antibiotiques et le fait que les comportements aient changé aussi. Par exemple, la peur des IST, à chaque rapport, c'est toujours préoccupant. Le célibat en tant que personne LGBT, une charge mentale parfois. Le fait de s'assumer en tout lieu, en toutes circonstances, c'est toujours un combat. Donc, on parle aussi de santé mentale beaucoup plus. Justement, le chemsex arrive en avant. La relation aux autres, aux partenaires, ce dont tu as parlé un peu, Alexandre, tout à l'heure, les questions de vie affective, de normes de couple, de vie sexuelle, etc. La question du vieillissement, justement, que vous avez déjà abordée, est une question centrale aujourd'hui pour les personnes qui ont répondu à notre questionnaire. Par exemple, quid du cadre à venir avec le grand âge, acceptation de l'orientation sexuelle et du statut sérologique dans les maisons de retraite. Voilà, une préoccupation d'une personne qui a répondu. Le sujet du VIH est beaucoup moins redondant qu'il y a 10 ans dans le questionnaire. Aussi probablement lié à la PrEP. Mais pour les personnes séronégatives, le VIH n'est plus du tout le premier plan, ou en tout cas pas que ça, dans les répondants du 190. Merci, j'ai 2 micros, tiens. Justement, si on prend la seule santé sexuelle, c'est-à-dire la question du VIH, la question des IST, face à ces préoccupations qui sont certes un peu différentes de celles d'il y a 10 ans, 15 ans, mais qui sont tout de même toujours présentes, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Est-ce que vous avez des éléments de réponse, des bouts de réflexion par rapport justement à cette question de comment régler ou en tout cas améliorer ces questions de santé sexuelle? Oui, merci. Moi, sur le problème de la santé sexuelle quand on est vieux, c'est d'abord d'être vieux et en plus d'être séropositif. Il y a la fragilité d'avoir peur de ne pas être à la hauteur dans une rencontre et la peur du rejet. La peur du rejet, ça te bloque complètement et beaucoup, je connais qui ont mon âge, n'ont plus de relations sexuelles parce qu'ils ont peur, quoi, hein. Et je pense que vraiment, il y a l'accompagnement des personnes, etc. Je trouve qu'il y a un rôle des réseaux Internet, etc., qui est aussi très, très, très pénible parce qu'il donne une image très référencée de la personne avec qui tu veux faire une rencontre et tu donnes le sentiment d'être vraiment un objet volant non identifié, plutôt du style avant Jésus-Christ, quoi, voilà. Et donc, une fois j'ai eu une rencontre comme ça avec un gars, moi j'ai pris du chemsex pour me rassurer, pour ne plus avoir un visage qui soit exprimé, mais qui est uniquement une pratique sexuelle. Et ça m'a fait du bien à l'époque. Après ça, c'était la cata, mais au début, ça fait du bien. Et quand tu arrives dans une rencontre et que tu es comme ça bloqué par un visage ou par un regard, c'est quand même catastrophique. Qu'est-ce que tu peux faire pour essayer d'avoir une relation sereine, détendue, etc. Voilà. Enfin, moi, c'est un vrai sujet. Alors, moi, je suis à Basiliade. Je crois beaucoup au lieu de convivialité où on puisse être entre nous. On parle jamais de VIH, mais on sait qu'on peut se parler de façon très libre, sans en parler. Julien, Christophe, Thibaut? Suivant. Oui, non, je pense qu'effectivement la question du regard des autres, là, en tout cas chez les hommes vieillissants avec le VIH, elle reste centrale, elle reste un frein important, même dans l'accès aux soins, en fait, parce que, enfin, nous, on a encore des hommes qui vont nous témoigner le fait qu'ils sont pas du tout allés à leurs rendez-vous médicaux parce qu'ils ont juste peur de sortir de chez eux, en fait. Voilà, d'être identifié comme méchante personne séropositive. Enfin, voilà, ça reste une réalité. Nous, dans le lien de confiance qu'on crée aux gens, il y a peu de personnes, peu de soixantenaires qui vont
admettre qu'ils ont encore une vie affective et sexuelle. Ils vont même s'en cacher. On va apprendre a posteriori parce qu'il y a eu potentiellement des soucis, enfin notamment voilà, de santé, qu'il y a eu des conduites à risque aussi chez ces personnes-là. Donc voilà, on voit que malgré même le cadre qu'on peut créer de bienveillance, de confiance, etc., ça reste des choses qui restent très 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 tabous. Et j'avais une dernière idée que j'ai oubliée, bien évidemment, mais ça va revenir, c'est pas grave. Julien, ses préoccupations en matière notamment d'accès aux soins pour cette question de santé sexuelle, comment elles s'expriment chez d'autres, par exemple chez des gays ou des bi migrants ou demandeurs d'asile? C'est vrai que moi, les fois où j'ai eu l'occasion de le faire, c'était via un autre plan plutôt que dans mon cabinet. C'était quand je travaillais sur le programme Asile LGBT au Checkpoint. Et c'était plutôt des actions d'aller vers, où vraiment on se déplaçait dans les CADA, dans les UDA pour faire des dépistages et des mises sous PrEP. Et c'est vrai que la santé sexuelle, c'est quand même un sujet assez vaste. Ça regroupe la santé médicale purement et simplement, la santé mentale et la santé sexuelle au sens stricto sensu. Donc c'est vrai que c'est un moyen en fait d'aborder les violences subies sur les parcours migratoires, mais pas seulement. Les violences aussi subies en France, les violences administratives, les violences dans les lieux de vie des personnes où elles habitent. Donc c'est vrai que pour moi, la santé sexuelle, c'est souvent une porte d'entrée pour parler de sexualité, mais aussi d'autres choses sur le plan médical, et qui permet vraiment d'élargir la prise en charge des personnes. Après, j'avoue que moi, dans ma pratique à Asnières et en PMI, c'est pas du tout les mêmes publics que je vois, parce que c'est pas de la santé communautaire que je fais, mais je me rends compte aussi, parce qu'en travaillant dans un quartier précaire du coup de la ville d'Asnières, que la santé sexuelle chez les personnes nées à l'étranger est quand même un vrai tabou, mais quand elle est amenée par des médecins qui ont travaillé un peu sur ces questions-là, c'est quelque chose qui est accueilli d'une manière bienveillante et limite avec un accueil assez chaleureux des personnes concernées. Et juste pour rebondir sur ta question sur comment faire par rapport à la santé sexuelle, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui par le 190, par le Checkpoint, par beaucoup d'associations communautaires et qui sont très, 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 très importantes puisque ça reste quand même un centre d'attache pour les personnes au sens général, mais aussi au sens personnel, quand on va mal, d'avoir le premier réflexe d'aller consulter dans un centre communautaire où on sait, comme ça a été dit plus tôt, on va pas être jugé sur notre orientation sexuelle, avec un médecin qui va nous comprendre sur ces questions-là. Et c'est vrai que ça donne un accès du coup aussi à une prise en charge beaucoup plus simple que dans un système de soins classique. Oui, au-delà, tu l'as déjà dit, Julien, mais au-delà, effectivement, de santé sexuelle, on parle beaucoup de santé mentale. Enfin, tout est lié. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, nous, à Vers Paris Sans Sida, on a publié ces guides. Vous avez dû les voir. On n'a pas pu en imprimer énormément, mais on espère en imprimer plus, et qui traitent notamment, enfin qui sont à destination des publics LGBT, alors femmes lesbiennes, personnes trans, mais aussi les personnes seniors vieillissant avec le VIH, les personnes LGBTQI+, les personnes exilées et les hommes gays, bi et HSH. Et je crois que ce qui est important aussi, c'est quand même de valoriser, c'est ce qu'on a essayé de faire, le être ensemble. On a un chapitre qui s'appelle Être ensemble, là, systématiquement dans ces guides, parce que voilà, on a une communauté. Et je pense que cette communauté est capable d'écoute. Je pense qu'effectivement, en tout cas, moi, c'est mon expérience que la communauté m'a aidé, qu'elle a aidé beaucoup de gens. Et voilà, et nous, en tant que seniors, on est là justement pour passer un peu le flambeau, mais aussi pour donner notre expérience. Et après, c'est en termes de ressources. Il y a beaucoup de ressources, effectivement, dans ces guides, mais je crois qu'en tout cas, sur la santé sexuelle et la santé mentale, c'est déjà une capacité d'écoute. Et ça, je sais que le 190 le fait, mais malheureusement, c'est très peu diffusé dans d'autres structures médicales en particulier. À Basiliade, on a une structure qu'on appelle l'ESCAD, qui accueille des jeunes LGBT, de 18 à 35 ans, il y en a une cinquantaine à peu près, d'horizons très différents et de cultures très différentes. Le premier problème, c'est de revenir à une vie collective. Souvent, c'est des gens qui ont eu un parcours tellement traumatique, à la fois dans le parcours migratoire et aussi à l'arrivée à Paris, où ils se retrouvent à la rue dans des conditions très difficiles, qu'ils sont dans une fragilité et se referment a priori. La première démarche, c'est de réapprendre à vivre en société
avec des gens qui ne sont pas agressifs. Et a priori, pour eux, les gens de l'extérieur, c'est quand même des gens qui sont menaçants. Enfin, je crois vraiment, on a connu ça de façon un peu standardisée. Et je dis, je faisais pas de santé communautaire à Agnières. C'est pas totalement vrai. J'ai un partenariat avec l'ARDIS, justement, où j'effectue des certificats là, pour les cicatrices par rapport aux violences vécues pour la demande d'asile. Et dans le cadre de ces certificats, il y a un dépistage sur les violences psychologiques vécues. Donc, il ressort beaucoup de violences psychologiques. Mais ce qui ressort aussi, et ça correspond absolument à ce que vous dites, c'est que l'ARDIS, les endroits communautaires LGBT, les activités faites par l'ARDIS en dehors des groupes de préparation à l'entretien à l'OFPRA sont quand même des lieux essentiels pour les personnes, du coup, pour se retrouver, pour renouer avec leurs pairs, pour renouer avec des personnes qui viennent du même pays d'origine qu'eux, et quand même une valeur essentielle dans la santé mentale des personnes que je vois en consultation dans ce cas-là, quoi. Tu veux peut-être, oui. Pour poursuivre, dans les verbatims qui étaient présentés par Thibaut, il y avait ce témoignage qui revenait sur le fait que en 2025, il était toujours difficile d'accepter sa séropositivité, chose qui est présente depuis les débuts de l'épidémie de SIDA. Aujourd'hui, justement, comment cette préoccupation qui est déjà ancienne, elle peut être adressée par par la santé communautaire, ou qu'est-ce qui permettrait justement de redire répondre, peut-être, Christophe? J'allais dire que, effectivement, par rapport à ce qui va mieux, j'en ai parlé, mais ce qui va pas mieux, c'est notamment la sérophobie, ça va pas mieux. C'est-à-dire que ce soit sur les applis de rencontre, que ce soit dans les discours, que ce soit effectivement dans l'invisibilité des personnes vivant avec le VIH, on a beaucoup de mal à trouver des personnes qui souhaitent témoigner, qui peuvent parler, qui peuvent... Bon, et encore, en même temps, il y a quand même des leaders communautaires ou d'associations. Je pense à Florence Thune, je pense à d'autres qui ont des responsabilités importantes et qui sont les personnes vivant avec le VIH. Mais cette sérophobie, elle est persistante et elle crée effectivement le malaise. Donc, par rapport à ça, il y a le fait de pouvoir en parler, bien sûr, mais aussi ça rejoint quand même le fait que ce qui va pas mieux pour les personnes gays, bi et autres hommes et intersexuels, mais là j'ai envie de dire, moi je vis pas dans une bulle, donc j'ai envie d'inclure toutes les personnes LGBTQIA+, c'est que depuis 2015, enfin depuis 2010, on va dire la création du 190, il s'est passé 2013, le mariage pour tous, avec ce flot, ce déversement d'homophobie, de LGBT-phobie, et qui s'est prolongé et qui continue. Et on a vu que les attaques du Sénat contre les personnes trans, puisqu'il y a quand même un projet de loi une proposition de loi qui a été votée, transphobe au Sénat, ça impacte forcément la vie, la santé mentale, l'équilibre psychique des personnes vivant avec le VIH, mais au-delà des personnes LGBTQIA+. Donc, je pense que ça, c'est très fragilisant pour beaucoup de monde. Ça reste un moment où, moi, parfois, dans la rue, j'ai ces sacs de la mairie de Paris, Paris fier, etc. Et parfois, je me dis, je vais le retourner. Voilà, parce qu'il y a vraiment les couleurs LGBT. Bon, c'est pas normal de devoir retourner un sac où il y a juste les couleurs LGBT. Ça me met tellement, mais en colère, en rage, quoi. Donc, je pense que j'ai un peu perdu le fil de la question, mais en tout cas, clairement, non, il y a des choses qui vont vraiment pas mieux. Et là, on s'adresse aux politiques, on s'adresse à la société en général, qui a quand même... qui traite les personnes vivant avec le VIH, mais au-delà les personnes LGBTQIA+, parce qu'en gros, on est trop cher, parce que les étrangers, c'est de l'AME, on veut plus de l'AME. Enfin voilà, on a quand même des attaques réelles des politiques contre tout ce qui peut protéger les personnes les plus fragiles. Et en particulier, effectivement, les personnes LGBT et les personnes LGBT migrantes, non blanches, on va dire, parce que là, on est quand même très blancs, mais non blanches, et qui sont beaucoup plus impactées que nous, et qui risquent, là, dans les mois qui viennent, les années qui viennent, de subir vraiment, enfin, elles le subissent déjà, mais qui ont des aggravations de leur situation qu'on n'imagine même pas. Oui, enfin, nous, du coup, effectivement, on a des personnes qui vivent encore entièrement dans le secret. On est, pareil, très souvent mobilisés. Enfin, on nous sollicite parfois de manière bienveillante, parfois un peu moins bienveillante,
pour trouver effectivement des gens qui vont témoigner à visage découvert, etc. Nous, clairement, c'est impossible pour les personnes qu'on soutient. Non, ce que je voulais dire, c'est que nous, au Petit Bonheur, on accompagne. Alors, on est souvent estampillé comme une asso non communautaire, parce qu'on accompagne des gens de 4 à 95 ans, autant d'hommes que de femmes. Voilà. Mais finalement, je pense qu'on s'attache à créer, c'est une communauté de gens vivant avec le VIH. Et je pense qu'au milieu de ça, il y a peut-être deux choses qui sont peut-être un peu contradictoires. Je pense que les hommes gays, bi, HSH, etc. sont à la fois très contents de se retrouver en fait dans cet environnement, enfin dans cette communauté-là, et en même temps ils sont beaucoup à regretter aussi des espaces communautaires qui ont existé pour personnes séropositives et dans lesquels soit ce sont des cadres qui n'existent plus ou qui ont évolué, dans lesquels ils ne se retrouvent plus. Et pour lesquels ils sont aussi un peu la crainte, c'est pour ça que tout est, ouais, c'est un peu flou, mais aussi la crainte de se retrouver dans des endroits estampillés HSH, enfin voilà, qui les ramènent aussi à des discriminations qu'ils ont vécues toute leur vie, quoi. Mais voilà, on voit quand même qu'il y a, nous, dans ce qu'on crée sur de la convivialité, de la rencontre, où parfois il y a des gens qui, après la rencontre, disent mais toutes les personnes qui étaient là, elles étaient séropos, mais ça se voit pas du tout, je comprends pas. Enfin voilà. Et du coup, ça crée un bien-être certain, mais on identifie quand même des manques de lieux communautaires non médicaux. Enfin, en tout cas, c'est des points d'interrogation, quoi. Est-ce qu'il ne faut pas aussi éduquer les gens qui ont des systèmes Internet sur les sites de rencontres où on met une petite case safe et une petite case unsafe? Je pense que ça devrait quand même pouvoir se faire évoluer. Non? Un gros point noir qui a été évoqué en creux depuis tout à l'heure, c'est cette question de la santé mentale des HSH. On parle, il y a un terme médiatique qui est revenu depuis plusieurs années, qui est celui d'épidémie de solitude gay. Comment vous l'observez autour de vous, que ce soit dans des structures communautaires, dans des associations ou autres, et qu'est-ce qui pourrait être mis en place justement, pour tenter de remédier à cette question. Thibaut, ou 180, bon, peut-être que tu peux. J'étais pas prêt à ce qu'on me pose une question. Je suis modérateur normalement. Dans un centre de santé communautaire, la question de la solitude, elle est traversée au travers de toutes les consultations. Ce qu'on fait particulièrement là, c'est dans le cadre du parc de pouvoir créer du groupe, d'ouvrir les consultations individuelles. Je pense aux psy notamment sur des groupes psy. Et on voit vraiment que la dynamique est très différente dans ces moments-là, que finalement les usagers du centre se rencontrent et au travers aussi est accompagnés par les accompagnateurs communautaires. Et ça crée des espaces dans lesquels la question du lien se pose différemment. Il y a vraiment la question du désamorçage de l'enjeu de désir ou de séduction, parce qu'ils sont pas là pour ça, parce que c'est un lieu de soin ou en tout cas un accompagnement autour du soin. Et ces espaces-là dans lesquels les enjeux de désir ou de séduction ou de sexualité sont désamorcés et sont quasiment inexistants dans la communauté gay, ou en tout cas pas exploités. Enfin, il y a des applications alternatives justement à Grindr ou à d'autres applications de rencontres gays qui sont des applications de rencontres pour faire d'autres choses. Je pense à Vibes, qui est une application récente, mais qui commence à exister depuis, je pense que ça fait déjà plus d'1 an que ça existe et c'est assez peu utilisé. Les usagers ne l'exploitent pas. Et c'est de la rencontre autour d'autres choses. Donc nous, on renvoie les gens vers de l'associatif, vers du sport communautaire, vers des sources de plaisir autres. Mais c'est externe aux soins du 190.
Moi, sur la question de la solitude, j'ai pas vraiment de retour par rapport aux patients que je vois, etc., ou en tant que professionnel de santé, mais c'est plus un retour personnel. C'est quelque chose que je vis, je pense, comme beaucoup de PD, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté il y a quelques années, quand j'ai eu justement le retour un peu un gros retour de mon coming out il y a 9 ans auparavant, qui a été un vrai traumatisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis libanais d'origine, je suis né au Liban, je suis arrivé quand j'avais 9 ans pour des raisons de santé familiale. Et mon coming out qui a été, enfin, c'est pas mon coming out qui a été traumatisant, mais la réaction de ma famille a été traumatisante. Et à cette époque-là, donc en 2014, ça m'a totalement isolé, puisque j'étais pas du tout dans le tissu communautaire et associatif dans lequel je suis actuellement. J'étais entouré de peu de PD, j'étais entouré de peu de PD racisés et j'avais peu de personnes qui comprenaient l'homophobie de mes parents, mais aussi ce qui me liait, moi, en tant qu'immigré aussi à mes parents et qui faisait que je ne pouvais pas les tourner la page de ma famille du jour au lendemain par rapport à certaines problématiques personnelles que d'autres personnes ne partagent pas. Et j'ai mis ça de côté du coup pendant 9 ans et 9 ans plus tard, la vie fait bien les choses, c'est revenu dans ma face et j'ai un peu, j'allais très mal pendant un petit moment. Et merci le 190 du coup à ce moment-là. Merci le psychologue qui est dans la salle et qui m'a accompagné aussi à ce moment-là. Et merci du coup la communauté, le communautarisme à ce moment-là qui nous permet de nous sentir moins seuls, entourés, de ne pas avoir honte, d'être à plusieurs dans la rue, de ne pas avoir peur de porter du coup un sac fier, Paris est fier sur le dos avec un drapeau LGBT et de se sentir un peu nous-mêmes quoi. À Basiliane, on accueille les gens le matin pour des brunchs. On accueille 2 types de populations, des populations immigrées qui soient hétéros ou homo, et des populations de vieux séropos. Et le fait que les gens se rencontrent et se parlent, déjà, on déstabilise un peu tous les stéréotypes que les gens ont dans la tête, qu'ils soient racistes, d'ailleurs il y a aussi le stéréotype raciste, ou que ce soit l'image des homos qui couchent avec n'importe qui, n'importe quand, etc. Et les gens ont peur, quoi. Pardon. Voilà. Pardon. Bah, nous, sur la question sur la question de la solitude, en tout cas des sentiments de solitude, c'est quelque chose qui est très prégnant chez toutes les personnes. C'est le motif d'orientation numéro 1 vers l'association. Et c'est vrai qu'on propose, nous, beaucoup de cadres collectifs, mais on se rend compte que pour des personnes qui ont été isolées depuis très longtemps, voilà, pour X ou Y raison, c'est compliqué, en fait, de réinvestir un cadre collectif, même si c'est un cadre bienveillant avec d'autres personnes séropos. Et c'est vrai que il y a une injonction, enfin en tout cas, je pense que les personnes se sentent vraiment un peu victimes d'une injonction qui est il faut répondre. Les professionnels qui m'entourent veulent absolument répondre à mes besoins. Il y a toujours la question de voilà, bah toi, tu as besoin de ça. Ah, bah, tu as besoin de ton traitement, tu as besoin d'aller voir tel médecin, tu as besoin de tel accès au droit, etc. Évidemment, c'est fondamental, mais au bout d'un moment, c'est ça aussi qui crée ce que j'ai dit tout à l'heure, un peu le surplus, la lassitude, etc. Et c'est vrai que nous, ce à quoi on s'attache beaucoup au Petit Bonheur, c'est de questionner beaucoup la notion d'envie, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on pose la question aux gens, mais de quoi est-ce que toi, tu as envie? Généralement, il y a un grand silence qui s'installe, qui peut durer très longtemps. Et je ne sais pas, on ne m'a jamais posé la question. Je ne me suis plus posé cette question depuis très longtemps. Et voilà, c'est ce fil-là qu'on va attirer, qui va permettre en fait petit à petit de refaire vivre en fait des moments de plaisir, de joie, des choses qui vont être très très simples, voilà, qui vont petit à petit permettre aux gens, voilà, d'abord avec une personne, 2 personnes, un petit groupe, etc., de sortir du sentiment de solitude. Si on évoque aujourd'hui la prise en charge et l'accès aux soins, qu'est-ce qui, selon vous, s'est amélioré jusqu'en 2025 et qu'est-ce qui pêche encore pour les différents publics qui composent tout ce spectre des hommes gays, bi et tous les autres hommes qui ont eu une relation sexuelle avec des hommes? Je vais essayer de répondre. Moi, je trouve que la démarche, c'est d'avoir une sexualité positive, enfin chaleureuse, soyez accueillante. Regardez la santé non pas sous l'angle de la maladie, mais sous l'angle de la bonne santé. Ça, c'est la première démarche. Deuxièmement, c'est de regarder les personnes dans leur intégralité et non pas uniquement une checklist de
de point de vue de maladie ou de problématique, quoi. Est-ce que tu vas bien globalement? Enfin, C'est tout au contraire. Non, mais pour compléter, enfin, je pense qu'effectivement, ce qui va mieux, c'est que de plus en plus, il y a quand même cet éveil sur effectivement de penser la santé comme quelque chose de global. En fait, enfin voilà, on a 360, comme on dit. On a beaucoup travaillé au sein d'un groupe de travail vieillir avec le VIH au sein de SIDAction. Voilà, je pense une des grandes préconisations, en tout cas, ce qui manque aujourd'hui, c'est que avec le vieillissement, c'est la complexification des parcours de soins. C'est-à-dire qu'on va avoir, des hommes qui vont se retrouver avec une multitude de professionnels. Voilà, ils vont être un peu paumés. Et voilà, donc forcément, ça restreint l'accès aux soins. Donc voilà, la préconisation pour que ça aille vraiment mieux, c'est d'avoir des espaces enfin en tout cas des acteurs de coordination qui permettent ça. Donc effectivement, dans un centre de santé, dans une maison de santé, voilà, on va pouvoir avoir cette coordination. Mais voilà, pour des gens qui sont en médecine de ville, qui sont médecins généralistes là, médecins spécialistes dans tel endroit, un autre dans tel endroit, voilà, ça reste assez complexe. Donc c'est vrai que cette complexification-là, elle reste aussi en question, quoi. Ce qui entrave aussi de manière très simple l'accès à la santé, c'est le fait d'avoir des droits sociaux déjà. Donc il y a plein de personnes qui n'ont pas d'AME, qui n'ont pas de CMU et de CSS, pardon, et du coup qui n'acceptent pas du coup les consultations médicales. La complexité, comme tu as dit Thibaut, dans le parcours de soins français, d'avoir un médecin traitant, d'être orienté vers des spécialistes par un médecin traitant. Après, je dirais aussi tout simplement la barrière de la langue. C'est très bien documenté par le COMED, mais le fait du coup d'être allophone, de ne pas être francophone, entrave du coup l'accès aux soins. Beaucoup de personnes consultent aux urgences, où il y a du coup un manque de chance en termes de soins proposés. Beaucoup consultent dans des PASS, donc les permanences d'accès aux soins de santé, mais qui sont aussi surchargées, dont il y en a plein qui ferment, il n'y a pas accès aux spécialistes. Et beaucoup, il faut le dire, il y a pas mal de médecins de ville qui refusent de prendre soit la l'AME, soit la CSS, bien que ce soit illégal de faire ça. Après, côté positif, qu'est-ce qui se met en place? Il y a quand même des passes ambulatoires qui se mettent en place dans certains territoires. Il y a des groupes de parole LGBT pour personnes LGBT qui ont été mis en place par le COMED. Il y a des médecins engagés qui essayent de faire à leur niveau, des médiateurs en santé qui se mettent en place. Donc voilà, il y a un peu les deux côtés. Et après, les politiques, ils nous aident pas, puisque tous les 4 matins, ils nous menacent d'enlever l'AME. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que les soignants vont pas arrêter de soigner les gens sans droits sociaux et qu'on mettra tout en place pour les soigner avec d'autres numéros de sécu, avec notre propre carte vitale. Donc Euh, Quand on a préparé la table ronde, on a dit qu'il fallait pas être trop noir sur le tableau. Mais juste un petit truc en plus. Il faut se dire aussi qu'aujourd'hui, enfin, il y a quand même encore des professionnels de soins qui sont quand même sur une vision très rétrograde de plein de choses. C'est avéré, hein, il y a eu des études récentes encore sur des refus de soins de professionnels pour des personnes séropos. Même moi, à titre personnel, en tant qu'homme gay, je me suis déjà retrouvé face à une psy pour qui le fait même de l'homosexualité, en fait, posait un problème. C'est-à-dire que vraiment, elle n'était pas sur « Ah, ok, je dois avoir une prise en compte spécifique parce que tu es un homme gay ». C'est non, tu as des problèmes, tu as des problèmes parce que tu es un homme gay. Enfin voilà, il y avait un truc un peu, je ne l'ai pas revu. Voilà, mais je veux dire, c'est quand même ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a un problème, enfin, je ne sais pas comment on travaille avec les ordres de certaines professions, mais voilà, je pense qu'il y a aussi un peu de dénonciation à faire. Il y a peut-être deux autres choses, faudrait dire. Sur, par exemple, moi, ce qui me préoccupe beaucoup, et notamment par rapport à notre feuille de route vers Paris sans sida, vers la fin de l'épidémie 2030, etc., c'est quand même les pertes de chance, du retard au diagnostic y compris, en particulier pour les hommes gays et autres hommes de la sexualité avec les hommes. Parce que voilà, il y a encore une proportion non négligeable, voire importante, de personnes gays qui arrivent, qui découvrent leur séropositivité au stade sida, certaines qui sont quand même à 2-3 ans après le diagnostic. Donc tout ça, c'est à la fois une perte de chance pour elles-mêmes, bien entendu, parce que en termes de santé, on sait très bien qu'il faut le dire, que des personnes qui arrivent au stade sida, on va pas forcément les rattraper aussi facilement que ça. Enfin, je suis pas médecin, mais je pense que vous pourriez confirmer ça. Hein. Il y a encore des personnes qui meurent du sida aujourd'hui. Et aussi le fait que, voilà, c'est bien sûr après pour l'épidémie au sens large, mais et puis aussi, oui, tu l'as dit, je me souviens des témoignages qui ont été
dit pendant les états généraux des personnes vivant avec le VIH, donc qui était un moment extrêmement fort, organisé notamment par Aide l'année dernière, si je me trompe pas, en mai 2023. Et on voyait, moi j'étais dans un groupe un moment, et un garçon qui vient de découvrir sa séropositivité il y a moins de 6 mois, et le médecin qui lui dit, vous prenez votre traitement à 18 heures. Donc, enfin voilà, des consignes, sans parler du fait que beaucoup, effectivement, des personnes qui étaient là, donc on était 160, 170 pratiquement de personnes vivant avec le VIH, plus quelques alliés qui nous coachaient un peu ou qui nous demandaient des fois de nous taire. Et en fait, aussi sur les questions de discrimination par rapport aux dentistes, par rapport à certaines professions médicales. Et ça, il faut que ça change aussi, ce regard-là sur les personnes vivant avec le VIH. Et sur les gays en général, effectivement. Avant de passer à des questions du public, éventuellement, une dernière question, c'est quelle crainte, selon vous, peut générer le contexte actuel en matière de santé, de prise en charge, d'accès aux soins pour les HSH? Déjà, faut pas me lancer là-dessus parce que ça va être long, mais déjà, je l'ai dit il y a un an que, on en a parlé, les Corévis, donc c'était VIH, deviennent CORES, santé sexuelle, le Conseil national du sida devient CN2S, santé sexuelle, etc. Moi, j'ai rien contre la santé sexuelle, j'adore le sexe, j'adore la santé, mais il faut pas que le VIH soit dissous dans la santé sexuelle. Il faut que le VIH reste priorité. On voit bien que justement, malheureusement, le fait d'avoir supprimé les noms, on efface les noms. On efface aussi finalement ses priorités. Donc déjà, je pense que ça, ce serait important aussi de le dire qu'il faut maintenir la priorité. Alors c'est pas juste parce que on bosse dans le VIH qu'on dit ça, c'est juste parce qu'on a des engagements et qu'on peut le faire. On peut mettre fin à cette putain d'épidémie qui nous pourrit la vie depuis 50 ans. On peut y arriver. Et moi, j'aimerais que dans ma vie, je puisse me dire, pour tous les gens qui sont morts, pour tous mes amis qui sont morts, oui, on a vaincu ce putain de virus. Donc on va y arriver et c'est donc comme ça qu'il faut maintenir cette mobilisation. Mais oui, bien sûr, on voit bien que les attaques, elles viennent pas que de l'autre côté de l'Atlantique. On l'a dit tout à l'heure, les sénateurs français, moi je pense que beaucoup de sénateurs de droite français approuvent, à droite et même pas que de droite, approuvent tout ce qu'on dit par rapport aux personnes trans, les questions aussi liées à cette haine des fonctionnaires, des services publics, etc., qui se répand aux États-Unis. Mais vous croyez qu'en France, les gens, ils détestent pas les fonctionnaires, ils disent pas, ils sont payés à rien faire, mais si. Donc, on nous dit, on veut des bons services publics et en même temps, on tape sur les fonctionnaires. Donc, oui, ça va bien entendu nous impacter. On voit la dégradation des services de santé. Donc, et puis moi, voilà, ça m'inquiète beaucoup parce que bien sûr que tous les trucs de tarifs, de droits de douane, etc., tout ça, c'est très important. La guerre en Ukraine, c'est très important. Mais cette partie sur les droits humains, elle est mais fondamentale et j'ai pas l'impression que beaucoup de gens ont conscience qu'en France aussi, Trump et d'autres ont beaucoup d'alliés et que ça, il faut le chaque-chon. Je vais intervenir. Je suis frappé, on est en train de refaire un patchwork des noms pour Basiliade avec les gens qui sont décédés entre 2017 et aujourd'hui. Et je suis frappé par le nombre de personnes que ça fédère et qui se rappellent un peu l'histoire de cette maladie et de leur parcours de vie. Et ça me paraît très important qu'on continue à essayer de développer ce lien historique et cette histoire, quoi. Oui, enfin, moi je rejoins globalement sur l'obscurantisme ambiant, voilà, sur les attaques envers les personnes trans. Du coup, c'est toute la commu qui est attaquée et ça, je pense que ça inquiète aussi beaucoup nous, les personnes qu'on soutient. Enfin, de dire de retomber en fait dans un, voilà, des années en arrière. Voilà, ça rappelle quand même de mauvais souvenirs. Évidemment, tout ce qui concerne les droits pour les personnes qui sont en France depuis peu de temps, qui vont se retrouver. On ne sait pas comment, qui ont déjà beaucoup de mal avec ce sang, mais bon, Julien, voilà, tu peux en dire un mot. Et puis, moi, je pense que la crainte aussi, à l'heure où on se dit, c'est important de créer, de recréer, de dynamiser des espaces communautaires, qui sont portés aussi beaucoup par des petites associations qui vont, vu le climat actuel, puisque maintenant on est en guerre visiblement, donc on sait que les coupes, elles vont se faire pour les associations comme la nôtre, en fait. Petit à petit, voilà, avec des mesures déjà qui ont commencé à des mesures injustes qui commencent à s'appliquer et peser sur nos associations.
je pense que ce tissu-là, qui est précieux aujourd'hui, est vraiment en danger. Donc fatalement, derrière, nous, on sait que voilà, les personnes qu'on soutient aujourd'hui, demain, on ne sait pas du tout qui sont les plus fragiles, on ne sait pas du tout vers qui on pourrait les orienter si jamais on devait être amené à être disloqué par l'État. Mais voilà, donc c'est comme un point d'inquiétude. Et ça, c'est des gens qui vont se retrouver potentiellement voilà, sans ressources, sans soutien, quoi. Je rejoins Thibaut, tout ce que vous avez dit, notamment sur les politiques migratoires. Premièrement, chaque quinquennat, on a droit à une loi sur l'immigration, des lois de merde à chaque fois. Chaque quinquennat, on réduit la loi des étrangers par rapport aux lois, etc. Euh, L'AME qui est très très menacée. Ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que là, on parle de santé gay, de santé HSH, LGBT, mais il y a aussi sur le 93, notamment beaucoup de femmes nées à l'étranger qui se contaminent encore au VIH et que ça fait aussi partie des personnes qu'on doit accompagner et qui sont aussi menacées par toutes ces politiques-là, finalement. Et du coup, on nous met, nous, soignants, associatifs, un peu en mode police à contrôler qui vient se soigner en France, qui vient pour des bonnes raisons. Et voilà, moi, c'est mes craintes principales. Est-ce qu'il y a des questions? C'est pas vraiment une question, c'est juste David Friboulet de l'ENIPS. C'est juste rajouter une dimension peut-être de prévention, mais pour aller à la racine de cette nécessaire aujourd'hui santé LGBT, c'est-à-dire de travailler, quand on voit par exemple la réticence et les levées de boucliers contre l'éducation à la vie affective et sexuelle, tant qu'on n'arrivera pas à pouvoir grandir dans l'égalité, dans le fait de sortir de cette onde constructive, il faudra toujours mettre en place, l'accompagnement des jeunes, l'accompagnement des effets secondaires de ce stress minoritaire, et on s'en sortira jamais. Moi, là-dessus, je vais juste rebondir 30 secondes, mais c'est la question que je me pose derrière ça, en tant que nouveau directeur du 190, c'est aussi comment le soin communautaire peut porter ça, porter l'éducation à la vie affective et sexuelle. Enfin, c'est de la prévention de ce que, en fait, on voit aujourd'hui dans les complications de santé mentale et des difficultés que les personnes traversent aujourd'hui. Si on s'occupe des jeunes aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les enjeux du futur, que ce soit sur la question de l'HPV ou de la vie sexuelle et affective, probablement qu'il y aura moins de complications aujourd'hui. Et comment on n'est pas une association de très très politisée en soi, mais justement comment on peut militer en quelque sorte pour que ces choses-là permettent de prévenir les problèmes qu'on voit chez nos patients aujourd'hui. Moi, j'ai une question pour nos deux thérapeutes, Thibaut et Juliane. C'est à propos il y a un tabou qu'on a réussi à briser dans la communauté gay, c'est le tabou du chemsex. Par contre, moi, je trouve qu'il y en a un autre, c'est le tabou de l'alcool. Il y a 2 ans, grâce au Dry January, j'ai arrêté de boire de l'alcool. D'ailleurs, je tiens à remercier SexoSafe, qui a fait un super podcast sur les problématiques d'alcool dans la communauté. Et d'arrêter l'alcool m'a permis de voir 3 choses. D'abord, 1, ça m'a permis d'arrêter le chemsex problématique. 2, de voir la place qu'avait l'alcool dans ma vie personnelle. Et surtout, 3, de voir la place qu'avait l'alcool dans la vie en général et dans la communauté gay, ce qui fait que ça a complètement changé ma vie, mon rapport aux autres, etc. Je voulais savoir, vous, quand vous recevez des patients, est-ce que, 1, vous parlez de l'alcool, des consommations d'alcool, et 2, est-ce que vos patients vous parlent spontanément des problématiques qu'ils peuvent avoir par rapport à ça, de l'accompagnement qu'ils peuvent en faire, est-ce qu'ils connaissent les XAPA, etc., etc. Oui, c'est des questions assez systématiques, mais peut-être moins explorées justement que celle du chemsex. Au 190, c'est une question qu'on a de manière récurrente entre soignants. Les psys, Thomas Liavanc nous a alertés aussi sur cette question en tant qu'addicto, mais le tabac aussi en fait. Le tabac qui est en fait un facteur de risque de cancer, de décès, de maladies cardiovasculaires énormes et qui tue probablement plus nos patients que le chemsex.
C'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes complications, c'est pas le même impact sur la vie quotidienne, c'est pas les mêmes projections pour les patients non plus. Ils ont clairement beaucoup plus peur des drogues que d'alcool du tabac. Donc c'est moins leur préoccupation à eux. Donc c'est aussi peut-être pour ça que nous on pose moins la question, parce que c'est des choses qui sont moins tabous, justement plus rentrées dans la vie quotidienne. C'est plus banal de voir tous les jours, alors que boire tous les jours c'est quand même problématique pour la santé en tout cas. Donc voilà, en effet, c'est des questions essentielles et on sait qu'il y a un surrisque d'utilisation de tabac et d'alcool chez les HSH, et c'est un des enjeux d'aujourd'hui. Ouais. Moi, je dépiste ça, mais je suis biaisé parce que pendant mon internat, je suis passé à Fernand-Vidal en addicto, qui est un service historique en alcool. Et du coup, j'ai été vachement formé à l'alcool. Donc oui, c'est un truc que je dépiste systématiquement et que normalement, ce qui fait partie de l'anamnèse quand on rencontre un nouveau patient de manière générale, mais on n'est pas censé être des exceptions à le faire. Après, est-ce que les personnes nous en parlent directement? La majorité, non, mais souvent, du coup, ils viennent plus tard du coup, nous en parler s'il y a un problème. Et après, tu as raison de soulever cette question, parce que c'est quand même le produit le plus consommé en termes de fréquence. C'est quand même le produit après le tabac qui cause le plus de mortalité aussi, parce que ça atteint vraiment tous les organes. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie problématique là-dessus. Et pour revenir à ce que tu as dit, David, je suis d'accord avec toi sur cette question d'agir en amont. Après, je trouve que ce serait intéressant aussi que d'autres personnes, notamment les hétérosexuels, les hommes hétérosexuels, se sentent aussi intéressés par cette question de lutte contre l'homophobie. On va pas les laisser tout faire, hein, je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais au moins qu'ils se sentent un petit peu concernés, puisque je pense que cette question de l'homophobie, cette question même du féminisme et du sexisme ne concerne pas que les personnes concernées. Et on a besoin quand même que les autres personnes s'y intéressent. Surtout que c'est eux, les premières personnes qui font des violences à notre rencontre. Donc je pense que tant qu'il n'y a pas aussi une implication de ces personnes-là, on va peut-être un petit peu stagner, quoi. Pour l'alcool, juste, je sais pas si vous aviez des choses à dire, parce que, en fait, moi, par ricochet, je pense que nos points de vue, ils sont pas suffisants. Je suis aussi un alcoolique abstinent. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il y a des structures aussi LGBT chez les alcooliques anonymes et chez les narcotiques anonymes. Et c'est très utile pour pouvoir parler de nos pratiques par rapport à d'autres. Ou pas. Jean-Philippe Cause, psychologue, psy-gay. Oui, alors est-ce que les HSH vont mieux? Ils vont mieux qu'en 1973. En 1973, l'association psychiatrique américaine a décidé que l'homosexualité n'était plus une maladie mentale. Donc en 50 ans, on est passé de malades mentaux, effectivement, à être à la mairie du 11e. En 73, les psychiatres, les psychiatres gays, ça n'existait pas. Si, ils voulaient nous changer effectivement l'orientation. Puis les médecins gays, ça n'existait pas non plus, encore moins le 190. Donc en 50 ans, on pourrait dire de ce point de vue-là, ça va mieux. Bon, au niveau de la clinique des patients que je peux recevoir, ça, c'est pas exactement le cas, parce qu'individuellement, les gens, ils vont comme ils peuvent aller. Et ce qui a été dit sur le stress minoritaire, oui, bien sûr, ça existe, l'homophobie intériorisée, toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, on restera toujours minoritaire. L'homosexualité est une pratique minoritaire, même si elle concerne tout le monde, comme l'hétérosexualité concerne tout le monde. Donc c'est pas tellement ça la question que je voulais soulever, mais d'abord je voudrais vous remercier tous. On arrive en fin de journée. Je voulais faire ce pas de côté en tant que psychologue, de dire que peut-être maintenant les HSH, on est trop psychologisé. C'est-à-dire que notre vie est psychologisée. Elle est presque même aussi trop médicalisée. Alors c'est bien d'aller voir les médecins, d'avoir des bons médecins. Je suis le premier à être très content. Mais alors, il y a cette espèce de dimension, effectivement, aussi de consommation. Je le vois par rapport à la dimension simplement psy, alors que les réponses sont à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ce qui n'enlève pas du tout la dimension que la société reste oppressante, reste difficile à vivre, etc. Moi, j'ai une piste, hein, c'est que des réflexions. Mais quand on voit les pratiques du chemsex, des fois, je me dis que certains
évidemment, supportent pas une forme de manque, qui est un manque que l'être humain vit tous les jours et vivra tous les jours. Il y aurait presque un fantasme à être une sorte d'HSH augmenté, d'être tout le temps au plus, le plus en forme, d'être vraiment sexuellement disponible, le plus séduisant possible. Bon, alors avec l'âge, ça devient un peu compliqué après. Mais toutes ces dimensions-là, elles sont importantes d'être traitées. Ce qui a été fait aujourd'hui, c'est pour ça que je vous remercie beaucoup, avec la transmission des générations. Si ça se fait pas, chaque génération transmet pas, et en France, on a beaucoup de mal avec ça, on passe à côté de quelque chose. Et là, vous avez réussi à réunir plusieurs générations ici, et c'est un peu nouveau, parce qu'on a toujours l'impression que chaque génération LGBT recommence à zéro. Et les expériences, il y a 20 ans, 30 ans, j'ai pas 50 ans, bon, ça n'existe plus. Donc je pense que ça va quand même un peu mieux. Là où je rejoins ce que vient de dire Jean-Philippe, c'est qu'il faut se souvenir, alors parce qu'on était un peu dans une partie historique, moi je suis en 93 quand le centre gay et lesbien, ça s'appelait à l'époque, a été créé. La seule façon de pouvoir récupérer quelques maigres subventions, c'était par rapport à la lutte contre le VIH. Et je pense que dans toute une génération de bénévoles puis professionnels LGBT qui se sont... c'est une génération qui est née à partir de cette expérience-là, du sida et du fait que pour toutes les associations LGBT, il était hors de question que la mairie de Paris, on nous le disait, que la mairie de Paris donne de l'argent à un centre LGBT, c'était faire du prosélytisme, c'était vouloir transformer tous les hétéros en homos. On leur a dit que c'était sans doute c'était pas notre projet et que c'était pas bref. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a quand même, je pense, infusé, que ça a quand même impacté notre communauté. Avec ses très bons côtés, parce que de fait, on a des très bons professionnels qui aussi ont pu après aborder d'autres questions beaucoup plus larges sur les questions des personnes LGBT au sens large. Mais peut-être que oui, il y a un petit côté de temps en temps, alors j'aime pas le mot victimaire, mais il y a un petit côté comme ça quand même parce que voilà, le vieillissement, la solitude, l'alcool, etc. C'est pas des spécificités gays, quoi. Donc il faut qu'on fasse. Non, il y a aussi des lesbiennes qui boivent, il y a aussi des hétéros qui boivent. Non, je te vois, Thibaut, bon, il y a pas. Non, mais il faudrait pas tout le temps dire que tiens, parce qu'on est gay, on a tel problème, quoi. Enfin, bon, donc il faut aussi parfois voir, je sais pas si c'est le verre à moitié plein, si c'est le rose face au noir, j'en sais rien. Mais enfin, bref, ce que je veux dire, c'est que il faut aussi parfois un peu sortir de cet aspect-là un peu trop médicalisant ou pathologisant, ou je sais pas. Mais oui, effectivement, ça a peu joué ce qui s'est passé. Oui, bonjour, c'est Fred Navarro, je suis activiste militant au sein de l'association ACT UP Paris, séropositif depuis 1985, 40 ans cette année, et toujours là. Et en fait, la discrimination, je l'ai connue à tous les étages et à tous les âges. En fait, j'ai grandi dans un clan de ma mère qui était gardoise et mon père qui était gitan espagnol né en Algérie. Il avait quelques casseroles au cul, mais quand j'ai été obligé de les prendre entre quatre yeux, mes parents, et de leur dire « Je ne comprends pas pourquoi mes frères et mes sœurs qui sont hétérosexuels ne vous ont pas fait asseoir en vous disant on a quelque chose d'important à vous dire, on est hétérosexuel. Moi, pour vivre ma vie librement, j'ai été obligé d'en passer par là. Et évidemment, mon père m'a claqué le beignet et m'a envoyé circuler ailleurs. La discrimination, je l'ai sentie aussi dans la communauté LGBT, dans les bars du Feu Marais. Pour moi, ça n'existe plus, le Marais. Et je ne correspondais pas, depuis toujours, aux critères de sélection des hommes. Pas suffisamment baraqué, pas suffisamment sportif, pas suffisamment dans le look de l'époque. Bref, je me suis dit, écoute, je dois continuer ma vie librement et du coup, partout où je vis, dans mon immeuble, dans mon quartier,
tous les bars que je fréquente, tout le monde sait que je suis Fred Navarro, PD Séropo, et le magazine Remède de Aide où j'ai fait une couverture et où je raconte toute mon histoire est dans le bar que je fréquente le plus dans mon quartier. Et du coup, ça a permis de parler sida avec des hétérosexuels qui viennent me voir en me disant « Ah, mais Fred, j'ai eu un accident de capote, qu'est-ce que je fais ?» Et du coup, hop, je les dirige là où il faut pour directement être pris en charge. Voilà, et en fait, je pense que c'est à nous aussi de sortir du schéma. On est une minorité ou on est une... non, on existe et on a notre place. Donc c'est à nous de la prendre et pas spécialement dans des lieux qui nous sont réservés. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on dit un dernier mot de la fin? Est-ce que finalement ça va pas mieux? Voilà. Un petit mot, j'ai 4 fils. Et tous savent bien sûr que je suis gay, ils en sont très fiers. Et qu'est-ce que je voulais? Ah oui, non, je sais pas, ça va pas mieux. Bon, en tout cas, je sais que moi, je voudrais le dire, je vis avec un garçon depuis 25 ans cette année, et ça, c'est bien. Voilà. Je voulais le dire, Solomon, je t'aime. Sur le positif, et puis au Petit Bonheur, on a quand même un esprit très bisounours, donc voilà. Les gens arrivent au Petit Bonheur, ils vont pas très bien, ils restent au Petit Bonheur parce qu'ils vont petit à petit mieux. Voilà, donc on voit beaucoup de belles choses, de beaux parcours petit à petit, et aussi en santé, en fait, vraiment sur des meilleures adhésions au parcours. Voilà, et en termes de santé mentale, je sais plus qui mentionnait, voilà, le côté aussi, l'importance, je pense, du lien intergénérationnel, de pouvoir se rencontrer entre PD de tous âges, et puis au milieu de ça, voilà, entre un PD de 20 ans et un PD de 70 ans, quand il y a une dame de 40 ans camerounaise qui vient d'arriver en France, et bah, ça détonne aussi, ça fonctionne, et voilà, je pense que ces espaces-là, ils sont nécessaires. En tout cas, ça crée de belles choses. La música. Du coup, ouais, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux qu'avant. Je sais pas quoi dire. Bah, écoutez, il y a une bonne évolution par rapport à mes parents, ça c'est important, qui se sont beaucoup éduqués sur la question depuis. Je vais voir des spectacles de drague avec ma mère. Mon père éduque ses potes hétéros contre l'homophobie. Donc voilà, il y a quand même des choses qui sont faites aussi chez les hétérosexuels, quand même. On va pas les applaudir non plus, c'est le minimum. Et très content d'avoir été là aujourd'hui. Merci pour ces espaces exactement où on peut échanger tous ensemble avec chacun nos histoires militantes différentes, et de nous rencontrer dans ce genre d'endroit qui fait vraiment plaisir pour continuer la lutte et la vie. Merci. Je sais pas, c'est dur de passer après vous, surtout en tant que soignant, justement. Moi, je pense que en effet, il y a des choses qui vont mieux. Je pense que on voit les choses évoluer grâce aussi à l'équipe qui est derrière moi. Au quotidien, on voit des gens qui vont mieux, on voit des gens qui sortent de situations très difficiles, très graves, notamment dans le chemsex, et il faut pouvoir le dire aussi. Parce que c'est une question qu'on nous pose souvent, mais est-ce que le chemsex, les complications du chemsex, est-ce qu'on s'en sort un jour? Oui, il y a des gens qui s'en sortent, et oui, ils vont bien. C'est des chemins très compliqués parfois, mais c'est des chemins quand même. Et ça, je trouve que c'est très positif. Il y a aussi justement, pour moi, un élément central, la peur du VIH. Tant mieux, elle est beaucoup moins présente grâce à la PrEP, grâce enfin, moi, je rejoins Thibaut. C'est sur les campagnes qu'on a pu voir très jeunes, qui ont été très traumatisantes en fait, dans la construction de nos sexualités, qui ont pu
vraiment être forte avec un rapport à la mort et au vécu du VIH qui était traumatisant pour beaucoup d'entre nous, pas tout le monde, mais beaucoup. Et ça va mieux pour beaucoup de gens qu'on voit en consultation. La peur du VIH, voir la peur du VIH disparaître avec une prescription de PrEP, c'est absolument fabuleux. Et voilà, je peux finir là-dessus. En tout cas, un énorme merci parce que je vais laisser la parole après à toute l'équipe qui est derrière moi. Je suis très, 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 très fier de reprendre la direction et de partager mon temps de travail avec toutes ces personnes. Et merci beaucoup aux intervenants de cette table ronde que j'ai parfois un peu ramé à convaincre sur des questions de légitimité, mais je pense que vous êtes tous très légitimes et merci de porter cette parole. Merci de sortir un peu du cadre justement des questions de santé pure en remettant en question justement la chape de plomb que les questions de santé peuvent poser aussi sur le vécu des personnes. Et voilà. Merci beaucoup.